Bonjour à vous voyageurs, 2 hommes sont descendus sous terre. L'un est entré dans un lieu sans légende et en est ressorti en l'ayant transformé, l'autre dans un lieu saturé de récits dont il ne reviendra pas. Car il existe des endroits où le réel se ralentit, se décale, se fissure. On les appelle des espaces liminaires. Depuis des siècles, des hommes et des femmes les cherchent. Nous les avons étudiés à travers différentes cartes, des cartes bien réelles, dessinées, compilées, étudiées. Mais aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors si ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez aussi que la plupart du temps, nous sommes en live ici à 21h le mercredi soir et que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes déjà dans un espace liminaire. C'est pas un hasard, parce que par définition, venir ici, sur cette chaîne, c'est accepter de se placer entre 2 zones, entre le doute et la certitude, entre le rationnel et l'inexpliqué, entre ce que l'on croit savoir et ce qui résiste encore. On ne s'installe jamais d'un côté ou de l'autre. On explore des frontières, des seuils, des endroits où le réel n'est pas tout à fait stable. Autrement dit, un espace liminaire à part entière. C'est depuis cet entre-deux que je vous propose d'entrer dans cette histoire. Beaucoup de récits parlent d'un ailleurs qui ne serait pas forcément caché, mais décalé. Un monde qui n'existerait pas sur un autre plan inaccessible, mais un autre rythme. Un monde désynchronisé par rapport au nôtre. Tout cela, nous en avons déjà parlé longuement sur la chaîne et on peut tirer ensemble une conclusion évidente. Qu'il s'agisse de mythes, de légendes ou d'explorations bien documentées, une constante revient toujours. Dans toutes les cultures, l'ailleurs est toujours sous nos pieds. Certains ont choisi d'y entrer et c'est là que commence notre histoire. Laissez-moi vous parler de Floyd Collins et de Michel Siffre. Nous sommes en 1920. Aux États-Unis, le Kentucky est en pleine effervescence. Depuis plusieurs décennies, les grottes fascinent. On les explore, on les cartographie, on les ouvre au public. La région de Mammoth Cave attire curieux, scientifiques, touristes. Sous la surface, on imagine des galeries sans fin, des merveilles encore inconnues, peut-être même des mondes entiers restés hors du regard humain. À cette époque, descendre sous terre, c'est pas seulement explorer, c'est promettre une découverte, une révélation, parfois une fortune. Les grottes sont vues comme des territoires à conquérir et elles nourrissent autant l'imaginaire que l'économie locale. Et c'est dans ce contexte que Floyd Collins s'enfonce sous terre. Floyd Collins, il connaît en fait ces grottes depuis l'enfance. Il en a exploré des dizaines, souvent seul, souvent dans des passages étroits, à la lampe, avec peu de matériel. Ce jour-là, il descend volontairement dans une cavité encore mal connue. Il espère y trouver quelque chose de suffisamment spectaculaire pour attirer l'attention. Un passage remarquable, une salle impressionnante, de quoi inscrire ce lieu sur les cartes et peut-être même changer sa vie. Il ne descend pas dans un lieu neutre, il descend dans un imaginaire déjà saturé de récits. Sous ses pieds, ce ne sont pas seulement des roches et des galeries, ce sont toutes les promesses associées au monde souterrain, des labyrinthes, des réseaux infinis, des ailleurs enfouis dont on parle depuis des siècles. À l'extérieur, le monde continue de tourner, les routes sont praticables, les journaux circulent, les saisons suivent leur cours. Mais à mesure que Floyd Collins s'enfonce dans la roche, quelque chose commence à se décaler. Le passage se resserre, le mouvement ralentit et très vite, le temps ne s'écoule plus tout à fait de la même manière, sous terre et à la surface. Dans un autre espace-temps, en France, en 1962, il y a l'histoire d'un homme, Michel Siffre. Michel Siffre est spéléologue et ce qu'il s'apprête à faire, c'est pas une exploration au sens habituel. Il ne descend pas pour cartographier, ni pour découvrir une salle spectaculaire, ni pour battre un record. Il descend avec une intention beaucoup plus radicale, vivre sous terre, seul, sans lumière naturelle, sans horloge et sans aucun repère temporel. Son objectif est simple et presque dérangeant dans sa simplicité. Il veut s'extraire du temps
commun. Observez ce qui se passe lorsque les rythmes qui structurent nos vies disparaissent. Quand le jour et la nuit cessent d'exister, quand le corps n'a plus de cadre pour se synchroniser avec le monde. Et le gouffre de Scarasson, où il se dirige, n'a rien de légendaire. Il n'est associé à aucun mythe ancien, aucune tradition, aucun récit transmis. C'est un lieu froid, austère, presque anonyme, un espace brut, indifférent à celui qui y entre. Et en franchissant ce seuil, Michel Siffre accepte quelque chose de fondamental. Il ne sait pas quand il remontera. Il ne sait pas combien de temps il passera réellement à la surface. Il sait seulement qu'en entrant là-dessous, il quitte le rythme du monde. Sous terre, le silence est total. La lumière disparaît, le temps, lui, commence déjà à se dissoudre. Ces hommes ne descendent pas sous terre par caprice ni par goût du danger. Ils ne sont pas en marge de leur époque. Au contraire, ils s'inscrivent pleinement dans un récit plus vaste, profondément ancré dans l'imaginaire de leur temps. Un récit porté par la confiance dans la science, par l'élan de la découverte, par l'idée que le monde recèle encore des territoires inconnus, capables de transformer notre compréhension du réel. Au XIXe siècle, ce récit il a pris une forme particulière, presque fondatrice, celle d'un homme qui a donné corps à ses promesses en les inscrivant dans la fiction, tout en les nourrissant de savoir scientifique de son époque. Un écrivain dont les intuitions, près de 200 ans plus tard, continuent de résonner avec une étonnante modernité. Le nom de son œuvre, Voyage au centre de la Terre. Jules Verne écrit son roman de science-fiction et d'aventure en 1864 dans la série Voyage extraordinaire. Alors c'est vraiment un récit fondateur du genre scientifique et il imagine une expédition souterraine traversant les entrailles de la Terre et mêlant rigueur géologique et imagination visionnaire. Le scénario est clair, il y a le professeur Otto Lindenbrock qui est un savant hambourgeois excentrique qui découvre un manuscrit codé du XVIe siècle indiquant un passage vers le centre de la Terre. Accompagné de son neveu Axel et du guide islandais Hans, il entreprend une descente par un volcan éteint, le Sneffels. Dans ce récit, Jules Verne célèbre la soif de connaissance et l'esprit d'exploration, tout en illustrant les tensions entre foi et raison scientifique du XIXe siècle. L'ouvrage préfigure le style de roman de science-fiction géologique et les récits d'exploration intérieure. Il met en scène l'idée d'un monde caché au cœur de la Terre, métaphore d'une quête de vérité absolue. Mais revenons à nos deux explorateurs, à ces deux descentes bien réelles. À l'intérieur, deux descentes coexistent. D'un côté, Floyd Collins progresse dans un passage étroit, minéral, irrégulier. La roche est proche, omniprésente, et chaque déplacement se fait au prix d'un effort précis. Le corps est engagé, contraint, maintenu dans une posture qui limite ses mouvements. Et son monde se réduit à quelques mètres de roche, à la lumière fragile d'une lampe, au contact permanent de la paroi. De l'autre, Michel Siffre s'installe dans l'obscurité. Alors lui, il progresse pas, il cherche pas à franchir un passage, il s'immobilise volontairement. Le gouffre de Scarasson lui oppose aucune résistance immédiate, il offre juste de l'espace, du silence et une obscurité stable. Les repères disparaissent, plus de jour, plus de nuit, plus d'horloge, plus de rythme extérieur auquel se raccrocher. Et tandis que Collins fait face à une contrainte physique très concrète, Siffre, lui, fait face à une absence. Absence de lumière, absence de signaux, absence de cadre temporel. Et sans que rien ne soit encore visible à la surface, les deux hommes viennent d'entrer pleinement dans un espace liminaire. À l'extérieur, la situation devient très concrète. Lorsque Floyd Collins ne remonte pas, l'inquiétude s'installe rapidement. On comprend qu'il est toujours sous terre, mais on ignore exactement où. Le passage dans lequel il est engagé est étroit et instable, très difficile d'accès. Personne n'ose y entrer immédiatement. Les galeries sont fragiles et les parois menacent de céder. Sous terre, Collins a tenté d'avancer encore, cherchant une position qui lui permettrait de se dégager. Mais la roche a bougé, une paroi s'est effondrée et le passage s'est refermé. Il est désormais bloqué à 46 mètres sous la surface, coincé
dans une position qui ne lui permet ni d'avancer, ni de reculer. Les recherches commencent. On creuse, on tente d'atteindre le passage par d'autres galeries, des équipes se relaient, des outils arrivent, des décisions sont prises. Très vite, l'affaire dépasse le cercle des proches et des spéléologues. Elle devient publique. Des curieux se déplacent, des journalistes s'installent. Le monde extérieur s'organise autour de cette disparition. En France, la situation est presque inverse. Michel Siffre ne disparaît pas aux yeux du monde par accident, mais par choix. Il est sous terre lui aussi, mais personne ne le cherche. À la surface, rien ne se passe. Pas de foule, pas de journaliste. Michel Siffre a disparu du rythme du monde, mais personne n'attend de nouvelles de lui. Le temps extérieur continue, indifférent, sans se soucier de ce qui se joue pour lui. Et pourtant, c'est là que l'expérience est la plus intense. Sans lumière, sans horloge, sans repère, son rapport au temps commence à se modifier profondément. Pour Siffre, la réalité ne se construit plus à la surface, elle se déplace avec lui dans l'obscurité, dans la perte des repères et dans la lente dérive des cycles biologiques. Et à ce stade, une chose devient évidente, ce qu'il traverse n'a pas la même origine, mais relève du même phénomène. Deux hommes, deux descentes, deux espaces liminaires. L'un subit, l'autre choisit. Et il y a quelque chose dans ces descentes qui dépasse largement les faits. Et c'est une tension qui vient pas seulement de ce qui arrive à Floyd Collins, ni de ce que vit Michel Siffre, mais de ce que ces situations réveillent en profondeur. Car descendre, c'est accepter de quitter un monde lisible pour un autre où les règles changent. Même lorsque rien de spectaculaire ne se produit, quelque chose s'installe. Une inquiétude diffuse, une impression qu'on maîtrise plus complètement ce qui va suivre. Et cette sensation n'est pas née avec ces histoires réelles. Elle nous accompagne depuis longtemps. Elle se glisse dans les récits, dans les images, dans les mythes que l'on transmet, parfois même sans s'en rendre compte. Des mondes sous la surface, des profondeurs habitées, des territoires qui ne se contentent pas d'être inconnus, mais qui semblent hostiles à l'idée même du retour. Il suffit parfois d'un pas de trop, d'un tunnel qui se prolonge, d'un choix qui paraît anodin sur le moment, et soudain la curiosité se transforme en malaise. Non pas parce que quelque chose surgit, mais parce que l'on comprend qu'on est allé trop loin. Et c'est dans cet espace-là, précisément, que s'inscrit The Descent. The Descent, c'est un roman écrit par Jeff Long et qui a été publié en 1999. C'est un mélange de thriller archéologique et d'horreur métaphysique. Il imagine une civilisation souterraine cachée sous la surface et explore les origines du mal à travers une aventure planétaire. Alors, le récit commence par la découverte de vastes réseaux de grottes et de tunnels s'étendant sous toute la planète et révélant l'existence d'une espèce humanoïde souterraine, les Adal. Alors que scientifiques, militaires et explorateurs s'enfoncent dans ces profondeurs, ils se heurtent à des questionnements sur la nature du mal et l'origine de l'humanité. Long tisse un récit mêlant mythologie, anthropologie et horreur existentielle. Et si je vous cite ce roman, c'est parce qu'il a été salué unanimement par son ampleur narrative et son ton cinématographique. Il a d'ailleurs été souvent comparé à Michael Crichton ou H.P. Lovecraft. Et tous ces récits, qu'ils soient fictifs ou bien ancrés dans le réel, ne parlent finalement pas d'horreur au sens classique du terme. Ils parlent d'un type d'endroit très particulier, un type d'espace où quelque chose se dérègle lentement, presque imperceptiblement. Des zones de passage, des endroits où l'on n'est pas censé rester longtemps, où on n'est ni complètement dedans, ni vraiment dehors, et où les repères habituels cessent de fonctionner comme ailleurs. Et une fois de plus, c'est précisément ce genre d'endroit qu'on appelle un espace liminaire. Le terme liminaire vient du latin limen. Il désigne le seuil, ce point précis où on n'est pas encore entré, mais où on n'est déjà plus tout à fait dehors. Un espace liminaire, c'est d'abord ça, un entre-deux, un moment ou un lieu de transition où les règles habituelles cessent de fonctionner comme elles le font ailleurs. On n'est ni dans l'avant, ni dans l'après. Et dans ces espaces,
quelque chose vacille. Les repères temporels peuvent se brouiller, les sensations deviennent plus présentes, les décisions prennent un autre poids. Ce sont des zones où on ne s'installe pas durablement, mais qu'on traverse, ou que l'on subit, ou que l'on choisit, mais parfois sans vraiment en mesurer toutes les conséquences. Et un espace liminaire n'est pas forcément spectaculaire. Il n'est pas nécessairement ni dangereux, ni surnaturel. Il peut être silencieux, ordinaire, presque banal en apparence. Ce qu'il caractérise, c'est pas seulement l'étrangeté, mais c'est l'instabilité. C'est un endroit où l'équilibre naturel ne tient plus tout à fait et où le réel semble hésiter. On sent que quelque chose peut basculer, mais sans vraiment savoir quoi. Floyd Collins et Michel Siffre ne sont pas simplement sous terre. Ils se trouvent dans des espaces de transition. Pour Collins, le passage s'est refermé. Il n'est plus en mouvement et il n'est pas encore sorti. Il n'est ni en exploration, ni en retour. Il est suspendu dans un entre-deux, maintenu dans une situation qui permet aucune résolution immédiate. Pour Siffre, l'espace liminaire ne tient pas à un blocage physique, mais à une rupture volontaire avec le monde de la surface. Il n'est plus synchronisé avec le jour et la nuit, ni avec les rythmes sociaux. Il est présent, vivant, actif, mais dans un cadre où les règles habituelles n'ont plus cours. L'un est retenu dans un seuil qu'il n'a pas choisi, et l'autre s'installe dans un seuil qu'il a volontairement franchi. Et dans les deux cas, ils ne sont ni là où ils étaient avant, ni déjà là où ils vont. Ils sont entre deux. Et pour saisir ce que ça implique réellement, deux images peuvent nous aider. La première est issue de la physique moderne avec le célèbre paradoxe imaginé par Erwin Schrödinger. Tant qu'une situation n'est pas observée, tant qu'elle n'est pas tranchée par un regard extérieur, elle demeure indéterminée. Elle existe dans un état suspendu, impossible à réduire à une seule réalité claire. Ce n'est qu'au moment où on ouvre la boîte que la réalité se fige. Et sous terre, Floyd Collins et Michel Siffre, ils se trouvent dans une situation comparable. Tant qu'ils sont hors de vue, hors du monde de la surface, leur état reste incertain. Non pas dans ce qu'ils vivent, mais dans la manière dont le monde extérieur peut les situer. Ils ne sont ni pleinement présents, ni pleinement absents. Ils sont dans un entre-deux, suspendus à un seuil. La seconde métaphore est beaucoup plus ancienne, avec l'allégorie de la caverne, formulée par Platon. Là encore, il est question de monde souterrain, de perception altérée et surtout d'un retour difficile vers la lumière d'un individu qui, après avoir franchi un seuil, ne peut plus regarder le monde comme avant. Alors il ne s'agit pas seulement d'un lieu, mais d'un changement d'état, et c'est ce que vivent Collins et Siffre. Ils ne sont pas simplement sous terre, ils sont entre deux régimes de réalité. Et la métaphore des mondes souterrains, précisément, va encore plus loin, jusqu'à parler du prix à payer pour franchir certains seuils. Et c'est précisément pour ça qu'il est impossible de ne pas parler de Made in Abyss. Alors, sous ces airs de récits d'aventure presque enfantins, Made in Abyss, c'est certainement l'une des œuvres contemporaines les plus abouties sur la notion d'espace liminaire. L'histoire s'organise autour d'un gouffre gigantesque, l'abysse, qui attire, fascine et promet. Il est cartographié, exploré, découpé en strates, exactement comme ces cartes d'entrée vers Agartha ou ces récits de monde intérieur que l'on retrouve dans tant de traditions. Mais Made in Abyss repose sur une règle fondamentale, simple et implacable. Descendre est toujours possible, remonter, en revanche, a un coût. Plus on s'enfonce dans l'abîme, plus le retour devient dangereux, puis destructeur. Et alors, c'est pas une punition morale, ni une malédiction divine, c'est une loi du lieu, une loi presque physique. À mesure que l'on descend, le corps change, la perception se dérègle, l'identité vacille, et à partir d'un certain seuil, revenir intact devient tout simplement impossible. Le véritable danger n'est pas de mourir au fond de l'abysse, mais de ne plus pouvoir en revenir entier. Et ce qui rend Made in Abyss si marquant et si important à citer ici, c'est justement cette maturité du propos. L'œuvre a été saluée pour cela, remportant notamment le prix d'Anime of the Year, animé de l'année, et précisément parce qu'elle refuse toute facilité. En fait, elle ne protège pas le spectateur, elle ne promet pas de retour sans conséquence. Elle rappelle que la connaissance, l'exploration, la traversée des seuils ont un prix
irréversible. Et cette idée résonne étrangement avec ce que montrent les expériences réelles. Descendre sous terre, que ce soit dans une grotte mythifiée, celle de Mammoth Cave dont on parle, ou dans un gouffre sans folklore, pour Michel Siffre, c'est jamais seulement changer de lieu, c'est accepter une forme de désynchronisation avec la surface, avec le temps, et parfois avec soi-même. Made in Abyss ne parle pas de monstres, il parle de seuil. Il parle de cette frontière invisible, au-delà de laquelle on ne peut plus faire comme si rien ne s'était passé. Et en cela, il rejoint parfaitement ce que nous appelons un espace liminaire. Un endroit où on peut entrer volontairement, parfois même avec enthousiasme, mais dont on ne ressort jamais sans avoir laissé quelque chose derrière soi. Et justement, en parlant de ressortir n'implique pas toujours revenir au même moment. Car ce que révèlent ces deux expériences, au-delà de la roche, de l'obscurité ou de l'isolement, c'est une chose beaucoup plus troublante. Le temps n'est pas une donnée fixe. Il ne s'écoule pas de la même manière partout, pour tout le monde et en toutes circonstances. Lorsque Michel Siffre remonte à la surface, il est persuadé d'avoir passé beaucoup moins de temps sous terre que ce n'est réellement le cas. Son corps a vécu selon un autre rythme. Ses cycles de veille et de sommeil se sont étirés, déplacés, jusqu'à parfois durer 36 ou 48 heures. Sans lumière, sans horloge, sans repère extérieur, son organisme a recréé un temps propre, un temps intérieur déconnecté de celui du monde. A l'inverse, pour Floyd Collins, le temps semble se figer et sous terre, chaque minute ressemble à la précédente. Mais à la surface, le temps s'emballe, les jours passent, les équipes se relaient, les journaux paraissent, l'histoire avance sans lui. Deux temporalités se superposent sans jamais se rejoindre. Et ce décalage, il n'a rien de symbolique, il est mesurable, observé, documenté. Depuis longtemps, la science sait que le temps dépend du cadre dans lequel on évolue. Des expériences menées avec des horloges embarquées dans des avions ou des satellites ont prouvé qu'elles ne battent pas exactement au même rythme que celles restées au sol. La vitesse, l'environnement, les conditions physiques modifient la mesure du temps. Et ça, c'est pas une illusion. C'est une propriété fondamentale du réel, comme l'a illustré de manière très concrète l'expérience d'Aphel Keating. Au début des années 1970, deux physiciens décident de tester une idée issue de la relativité d'Einstein, non pas dans un laboratoire abstrait, mais dans le monde réel. Ils embarquent plusieurs horloges atomiques extrêmement précises à bord d'avions de ligne. Certaines voyagent vers l'est, d'autres vers l'ouest, pendant que des horloges identiques restent immobiles au sol, servant de référence. À la fin de ces vols, les horloges sont comparées. Et le résultat est sans appel, les horloges qui ont voyagé ne marquent pas exactement le même temps que celles restées sur Terre. Elles sont désynchronisées. Très légèrement, mais de façon mesurable, prévisible et irréversible à cette échelle. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir changé de vitesse, de trajectoire et de cadre physique a suffi à modifier l'écoulement du temps. Ce que montre cette expérience, c'est que le temps n'est pas un flux universel identique pour tous. Il dépend du mouvement, de l'environnement, du contexte. Et il n'existe finalement pas un seul temps absolu, mais des temporalités qui peuvent diverger. Sous terre, dans une grotte, le cadre change lui aussi radicalement. La lumière disparaît, les signaux s'effacent et le corps n'a plus de référence externe stable. Comme les horloges embarquées dans les avions, l'organisme humain peut alors se mettre à battre selon un autre rythme. Non pas parce que le temps s'arrête, mais parce qu'il s'écoule autrement. Ressortir alors ne signifie pas simplement revenir à la surface, ça signifie se recaler, réapprendre le rythme commun et accepter que quelque chose a glissé pendant l'absence. Comprendre que certains seuils, une fois franchis, modifient durablement notre rapport au réel. Pour Floyd Collins, il n'y a pas eu de remontée. Après 17 jours coincés dans la gorge étroite de Sand Cave, à 70 mètres sous la surface, aucune des nombreuses tentatives de secours n'ont pu le libérer. Des dizaines de volontaires ont creusé, sondé, essayé chaque technique imaginable pour atteindre sa position, mais à mesure que leurs efforts se multipliaient à la surface, la lumière et l'énergie qui l'accompagnaient sous terre s'éteignaient. Les témoins
qui ont finalement réussi à rejoindre l'endroit où il se trouvait, ont constaté qu'il était déjà parti depuis plusieurs jours, victime de l'épuisement, de l'hypothermie, de la faim et de la soif. Mais si Collins n'est pas revenu, il n'a pas non plus été oublié. Sa disparition a captivé une nation entière. Les radios et les journaux ont suivi les opérations de secours heure par heure, attirant des foules de curieux autour de l'entrée de la grotte, transformant ce qui était une tentative d'exploration en un événement public d'une ampleur inédite. Et pour moi, c'est ce qui importe encore plus. Après coup, la mémoire collective qu'elle a laissée. Floyd Collins, c'était pas une figure connue du grand public avant sa disparition, mais l'attention qu'a suscité son histoire a fait de son nom une sorte de légende américaine. Il a été célébré comme un des plus grands explorateurs de cavernes de son époque et il a été honoré avec sur sa pierre tombale. Il y a noté The Greatest. C'est marqué le plus grand explorateur de grottes jamais connu. Alors, le lieu où il a vécu ces dernières heures n'a pas cessé de porter sa trace non plus. Ceux qui ont exploré par la suite les réseaux karstiques de Mammoth Cave et des environs ont souvent évoqué Collins comme une présence presque symbolique, un rappel permanent que la profondeur, c'est pas seulement un lieu géographique, mais aussi un point de rupture entre ce qui peut être connu et ce qui demeure irréversible. Pour Michel Siffre, le retour a bien eu lieu. Il remonte à la surface, il retrouve la lumière, les voies, le ciel, mais il ne revient pas exactement tel qu'il était descendu. Lorsqu'il sort du gouffre de Scarasson, Siffre est convaincu d'avoir passé moins de temps sous terre que ce que les relevés indiqueront par la suite. Ses cycles biologiques se sont déplacés, étirés, recomposés en quelque sorte. Le temps qu'il a expérimenté n'est pas celui de la surface. Et dans ce cas très précis, ce que je trouve aussi assez dingue, c'est que Scarasson, jusque-là, c'était qu'un gouffre parmi d'autres, un lieu froid, austère, sans récit ancien, sans folklore attaché à ses parois. Pas de dragon, pas de génie, pas de peuple caché sous la montagne. Aucun mythe transmis de siècle en siècle. Rien qui, a priori, ne distinguait ce lieu d'un autre. Et pourtant, en y vivant, sans repère de temps ni de lumière, Michel Siffre a transformé ce gouffre en un point de référence. Non pas un point magique, mais un lieu d'expérience, un endroit où on a démontré que, sous certaines conditions, le temps pouvait se défaire de lui-même. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, puisque j'ai fait l'expérience, j'ai cherché gouffre de Scarasson, on ne trouve que des images de Michel Siffre associées à cet endroit. Et Scarasson devient alors autre chose qu'un simple espace géologique. Il devient un seuil documenté. Un lieu où la science rencontre, sans le chercher, une forme de liminalité très ancienne. La preuve concrète que certains passages du réel, même parfaitement irrationnels, produisent des effets comparables à ceux que les mythes attribuent au monde souterrain. Même lorsque l'on en ressort physiquement, quelque chose a été déplacé. Un rapport au temps, une perception du réel et une trace laissée dans le lieu lui-même. Et à ce stade, il devient difficile de ne pas se sentir concerné, car ces espaces liminaires ne sont pas réservés aux grottes, aux gouffres ou aux lieux extrêmes. Nous les traversons tous à des moments différents sous des formes plus discrètes. Des périodes où quelque chose se termine sans que la suite ne soit encore claire. Des instants de bascule où on n'est plus tout à fait celui qu'on était sans être encore devenu autre chose. Changer n'a rien d'exceptionnel, c'est un processus constant en fait. Nos cellules se renouvellent en permanence. Le corps n'est jamais strictement identique d'un jour à l'autre. Et avec lui, notre manière d'habiter le temps, de percevoir le monde, d'entrer en relation avec ce qui nous entoure. Traverser un espace liminaire, c'est pas forcément vivre un événement spectaculaire, c'est parfois accepter une transition, un ajustement, un léger décalage qui, mis bout à bout, transforme profondément notre trajectoire. Ce qui compte, c'est pas toujours ce qu'on traverse, mais ce qu'on devient en chemin. On sort jamais d'un espace liminaire identique à ce qu'on était. Les espaces liminaires sont nécessaires. Ils permettent le passage, la transition, le changement. Mais ils ne sont pas des lieux où on est censé rester indéfiniment. Explorer les seuils est essentiel, mais la vie, elle,
se joue toujours à la surface. C'est peut-être ça l'essentiel de ce travail. Ici, nous étudions l'étrange, oui. Nous explorons des lieux troublants, des récits déroutants, des expériences qui déplacent nos certitudes, mais toujours à partir du réel, de lieux qui existent, d'histoires documentées, de théories éprouvées, de témoignages tangibles. L'étrange, c'est jamais une fuite hors du monde, c'est une autre manière de l'observer. Je vous souhaite de continuer à vous aventurer, comme nous le faisons ici dans les interstices du réel, à observer ce qui déborde, ce qui résiste et ce qui ne se laisse pas réduire trop vite, à traverser les seuils avec curiosité, mais toujours avec un pied ancré dans le monde. Merci d'avoir suivi cette aventure, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne vous fais plus d'encart au milieu de la vidéo afin de ne pas briser l'immersion dans le récit, mais vous savez qu'il y a plusieurs façons de soutenir la chaîne, pas une, ni deux, ni trois façons, mais bien 10 façons. Je vous mets tout dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous laisser ici et là des playlists pour continuer d'enquêter avec nous sur les mystères de notre planète. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et moi je vous dis à l'année prochaine. Ciao. Chut, 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 chut. Il y a un oiseau qui fait un barouf là. N'importe quoi, franchement. Allez, on y va. Allez, on peut le faire. J'essaye de pas lire mon compte, mais en fait, ça foire. Allez, c'est pas grave, ton team ne reviendra pas. Car il existe, car la glace là. Ouais, c'est ça. Bonjour.